Bonjour à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire avec Mourad Guichard qui ausculte chaque semaine nos grands médias et vous en livre les dérives, les dérapages et quelques rares accomplissements. Ce programme n'existe que grâce à vos dons. Le média continue de lutter pour faire entendre vos voix au sein d'un paysage médiatique dominé par l'extrême droite et contrôlé par les milliardaires. Riposte, c'est le nom de notre campagne citoyenne qui vise à bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire sur les réseaux sociaux. Molotov, les opérateurs Box et peut-être bien la TNT francilienne. Rejoignez le mouvement et soutenez la riposte sur campagne.lemediatv.fr. C'est parti pour l'œil de Moumou. Bonjour Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi chère Nadia. Alors on a hâte de découvrir ta nouvelle chronique média à laquelle tu as convié Albert Lévy, que vous connaissez bien, avocat, syndicaliste et ancien magistrat. Albert Lévy nous rejoindra en fin d'émission par le biais de la visioconférence. Sans plus attendre, on commence d'abord par les tops et les flops que tu souhaites introduire par un petit préambule. Comme à l'accoutumée. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on se marre bien sur CNews. C'est une sacrée équipe, hein, c'est tous des jeunes, ils ont la pêche. Rire nerveux. Des rires nerveux. Alors oui, je pense que c'est des rires nerveux. Et là, on va prendre un sujet extrêmement léger, extrêmement sympa. C'est l'arbre du souvenir d'Ilan Halimi, qui a été scié par deux abrutis il y a quelques semaines de ça. Et ben, pour eux, c'est du turbolol. Je vous laisse écouter. Interpellation dans l'affaire de l'arbre pour Ilan Halimi qui a été tronçonné et 2 placements en détention provisoire. 2 frères SDF, jumeaux tunisiens. Oui. Personne n'en parle. Très peu. Très peu. Bien sûr. Je vous interrogerai sur leur profil, Eric Tegner. Et vous... Le problème des jumeaux, on va dire ça. À tout de suite. À tout de suite. Non, arrêtez. C'est le problème des jumeaux. Je ne sais pas par quelle magie on arrive à rire de ce genre de sujet. Je trouve. Alors, pour le coup, c'est révélateur, ça raconte un peu l'envers du décor, mais je ne comprends pas. Plus sérieusement, je ne comprends pas qu'on puisse rire de ça. C'est terrible, c'est terrible. Ce sont des gens complètement indigents professionnellement, puisque pour arriver à ce résultat-là, quand même, il faut en vouloir sacrément. France Info, ce sera mon deuxième préambule. Alors, c'est pas leur semaine. J'expliquerai après pourquoi. C'est vraiment pas leur semaine. Il va falloir qu'ils revoient leur habillage, notamment. Ils ont ce qu'on appelle un fil info, c'est une espèce de direct qu'il y a sur Internet. Sauf que là, ils se sont fait pourrir sur les réseaux sociaux à cause de cette image. Je vais vous la montrer. Ils parlent de la flottille de Gaza et qu'est-ce qui colle juste en dessous? Un sujet sur le Hamas. Résultat des courses, on a vraiment l'impression, et là, c'est pas avoir l'esprit tordu que d'imaginer ça, qu'évidemment, les photos des soldats du Hamas est en lien direct avec la flottille. Et donc, ils ont retiré ça de leur fil. Ça figure toujours à l'heure à laquelle je vous parle. Moi, je le vois toujours, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Donc, j'espère qu'ils vont également faire des corrections et qu'ils vont revoir leur scénographie, revoir leur iconographie qui ne correspond pas à grand-chose de sérieux. Donc voilà, c'est pas leur semaine et on va y revenir. Autre information. Fredo Lamaleste, donc Frédéric Aziza, porte plainte contre Jean-Luc Mélenchon pour doxing. Ah bon? Alors je vous laisse regarder, c'est le Parisien qui nous l'apprend, notamment. Il va... alors c'est quoi le doxing? C'est révéler en fait une information secrète. Par exemple, si je donne ton adresse, si je dis que tu habites 3 rue Murat à Ah pardon. T'étais pas loin. Abandonné. Si je donne ton adresse ou que si je donne par exemple ton vrai nom alors que tu as un pseudo, là c'est doxé, on est d'accord. Ou que si tu as un pseudo et que je vais dire que ce compte-là est tenu par Nadia, là c'est du doxing. En quoi pour avoir cité son nom à la tribune, alors je crois que c'est la tribune de l'université de la France Insoumise, en le nommant comme obsessionnel, ce qu'on a ici pointé à maintes reprises, à savoir que dans son émission sur Radio J, c'est toujours la même question obsessionnelle. LFI antisémite, Mélenchon antisémite? Bah oui, évidemment que c'est une obsession et que Mélenchon a tout à fait le droit de lui répondre. Donc on va suivre ça, on vous donnera le résultat comme d'habitude, mais je n'y crois pas plus que ça. C'est parti pour les tops, Mourad. Et on commence fort avec un top ORTF que tu décernes à France Info. Alors voilà, c'est pour ça que je dis que ce n'était pas leur semaine. France Info, donc on recevait la semaine dernière, on avait le plaisir, l'honneur de recevoir Ronnie Broman. D'ailleurs, on a reçu beaucoup de messages de votre part pour dire tout le bien que vous avez pensé de ce moment de télévision. Donc il a pu s'exprimer très librement. Il a pu développer son idée, contrairement à ce qui s'est passé sur France Info. C'est un véritable naufrage journalistique. Je vous laisse écouter. Surtout, tendez l'oreille au moment de la chute. La dernière Kalachnikov est donnée aux derniers soldats israéliens.
l'occupation et la colonisation continueront. L'occupation de Gaza, d'une part, et l'occupation et la colonisation de la Cisjordanie, d'autre part. Donc, de toute façon, le problème reste intégralement celui qui prévalait le 6 octobre 2023, avant l'attaque terroriste du Hamas. Donc, absolument rien n'est réglé. Aujourd'hui, tout. Mais vous ne répondez pas à la question de comment on désarme le Hamas. Mais parce que je pose la question de savoir comment on désarme Israël aussi à ce moment-là. Pourquoi le Hamas doit-il... Donc vous mettez sur le même plan absolument, un pays et une organisation terroriste qualifiée de terroriste par la France et l'Union européenne. Ça ne va pas être possible. Mais sur le même plan d'un point de vue politique, d'un point de vue... Mais ce n'est pas la loi en France. Excusez-moi, on a déjà eu cette discussion. On ne va pas pouvoir, en tout cas sur notre antenne, mettre sur le même plan effectivement Israël et l'organisation terroriste du Hamas. En tout cas, ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, si vous voulez. Donc encore si la consoeur disait simplement émettez un avis tout simplement. Elle va jusqu'à dire vous ne pouvez pas le dire, vous ne pouvez pas avancer cette idée-là concernant Israël, concernant Netanyahou, vous ne pouvez pas l'avancer, mais non pas dans l'absolu, vous ne pouvez pas l'avancer ici sur France Info. Mais au nom de quoi? Alors c'est pour ça que je l'appelle top ORTF, parce que ça rappelle quand même une espèce de mainmise. Alors il y a deux solutions. Soit il y a des ordres chez France Info, ce que je n'ose imaginer concernant Israël, soit elle fait ce qu'on appelle de l'autocensure, c'est-à-dire qu'elle présage, elle présume qu'elle pourrait se faire taper sur les doigts si elle laissait passer les propos de Ronnie Broman. Mon cœur balance entre les deux, j'opterais quand même pour un mix des deux, à savoir qu'il y a peut-être eu des phrases comme ça, dites à propos du traitement d'Israël par la direction et par les journalistes, et peut-être qu'elle aussi en met un peu du sien pour gommer toute critique comme a pu faire Ronnie Broman. En tout cas, le message, cher Ronnie Broman, le message est passé et on te remercie pour cette intervention. Top Usain Bolt, tu as choisi de remettre à l'imbattade Géraldine Vosner. Ah c'est bien son nom? Oui, Vosner, Géraldine Vosner. Pourquoi Usain Bolt? Évidemment pour la vitesse. Elle va réussir, montre en main, en 13 secondes, à complètement exploser toute rigueur journalistique, puisqu'elle va se planter. Je vous laisse écouter en quoi. Moi, ce que je déplore dans la manière dont ce débat est conduit, c'est qu'on fait délibérément de la politique en produisant des chiffres faux, parce que l'objectif, là, conduit par les députés qui ont rendu ce rapport, c'est de balancer un chiffre outrancier, scandaleux, pour pouvoir dire derrière les entreprises se gavent, donc il n'y a pas d'effort à faire, il suffira de le reprendre. Ça ne fait avancer personne. Donc vous l'aurez compris, alors déjà elle va expliquer qu'elle sait et que les sénateurs qui ont auditionné des dizaines d'experts, d'économistes, eux ne savent pas, mais elle sait. Et surtout elle va expliquer que c'est des parlementaires de l'Assemblée nationale, donc des députés, qui ont mené ces travaux alors que c'était évidemment des sénateurs. Donc elle démarre en 13 secondes par un bobard, par une connerie journalistique, c'est-à-dire qu'elle se trompe de chambre. Donc on imagine que les chiffres qu'elle va avancer derrière, on peut... Voilà, je vais être poli et on va passer au top suivant. Elle va dire que c'est la faute du stagiaire. Exactement. Top Raslar. Alors j'imagine que cela a été difficile de faire un choix parmi les innombrables candidats. Ton choix s'est finalement porté sur les militants d'extrême droite de Frontières. Ouais, il faudra qu'ils prennent déjà des petits cours d'anglais, ces petits poupons-là, parce qu'ils parlent l'anglais avec un accent à couper au couteau. Mais c'est pas le plus grave. Ils vont se mettre en scène. Alors c'est toujours le Jordan Hitler, je l'appelle, puisqu'il avait un pass, je vous rappelle, un pass sanitaire Adolf Hitler pendant le confinement. Ils vont pourchasser des vendeurs à la sauvette. Alors, j'imagine que c'est un coin touristique du type Tour Eiffel, au Trocadéro, je ne sais où. Ils vont les poursuivre, mais de manière absolument honteuse, mais comme au zoo, ou plutôt comme dans un safari. Je pense sincèrement que pour eux, ces gens, en général, sont pas loin d'être des animaux. Regardez. Alors, ça tombe bien, la préfecture de police nous dit que ça ressemble à ça, un vendeur à la sauvette. J'en ai un devant moi. Bonjour, vous vous cachez? Hop, on joue à cache-cache. Là, gauche. Ah, à gauche. Toujours à gauche à être frontière. Excuse me. Speak French? Excuse me. Sir? Why are you leaving? You don't want to talk to me? I'm a nice guy. I don't want to annoy you. Just tell me what you're doing. Hello? Excuse me? Just trying to make a comparison. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Pas tellement ça. À propos de nos amis de Frontières, je profite pour préciser qu'il y a une saisine du Conseil de déontologie journalistique et de médiation, le CDJM, pour usurpation de titres
sans jeu de mots, ou plutôt d'identité, puisque des témoins qui étaient aux Amphis, donc l'université d'été d'LFI, ont affirmé et témoigné sur le fait qu'il se faisait passer pour notre confrère d'Au Poste, David Dufresne et son équipe, pour pouvoir interviewer les gens. Donc là, c'est plus simplement nous avons infiltré les filles, machin, c'est simplement qu'ils ont utilisé le titre d'un autre média pour pouvoir obtenir des interviews sur place. Ça ne se fait évidemment pas du tout, sauf peut-être à Frontières. Top gênance. Alors laisse-moi deviner, tu vas parler de Léa Salamé et de son clip d'autopromo financé par les deniers publics. Ouais, c'est tout à fait terrible parce que ça, si vous voulez, on peut plaisanter, on peut rigoler, sauf que là, ça renvoie l'information qui est quand même un sujet un peu sérieux, surtout en ce moment. Ça va renvoyer l'information. Alors c'est vrai que c'est un classique, j'ai dit avec Quelle époque et d'autres émissions, on a affaire à du spectacle plus qu'à de l'information. Enfin là, ça va vraiment renvoyer au niveau, le 20h de France 2, ça va le renvoyer au niveau de divertissement type, alors c'est ma génération, mais type Bébête Show, ce genre d'émission où pour le coup on savait qu'on avait affaire à du divertissement, et voilà le clip qui a annoncé sa venue aux 20h de France 2. Je vous laisse regarder. Bonsoir. 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 Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, salut Léa. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue. Non, il est 14h là. Ouais, je sais, mais comme ça depuis ce matin. Lundi, Léa Salamé prend les commandes du 20h sur France.tv et sur France 2. Ce qui est sympa, par contre, c'est qu'il n'y a même pas besoin de commenter. Ça va de soi que c'est complètement ridicule et déplacé, me semble-t-il. Madame, monsieur, bonsoir. Ouais. Top titrail raté, et il revient au JDD. Ouais, alors j'avais jamais fait gaffe, dis donc. Quelqu'un m'a écrit JDD, journal d'extrême droite. J'avais pas fait le rapprochement. Je trouve ça assez drôle. Alors ça arrive assez fréquemment que les journaux papier se plantent sur leur une parce qu'ils ne réalisent pas, malgré toute la chaîne de vérification, ils ne réalisent pas que ça marche pas. Et là, ça marche pas du tout. Je vous laisse regarder la une du JDD de cette semaine. Alors, soit Freud est toujours vivant et que voilà, ils font passer un message parce qu'ils ne pouvaient pas le faire autrement, soit, oui, ils se sont complètement plantés. On ne met pas ça de manière aussi rapprochée, à savoir qu'on a l'impression que les Français en ont marre et qu'ils méritent autre chose que ce couple maudit. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un effet d'acte manqué, si c'est une blague en interne ou je ne sais quoi, mais je pense plutôt que c'est de l'incompétence. Et la prochaine fois, il ferait bien de revoir évidemment leur une avant de la balancer sur les réseaux sociaux. On passe au flop, Mourad. Flop journalistique. J'aurais pu dire Léa Salamé, mais on l'a déjà mentionné dans les tops. Alors, j'imagine que la grande gagnante, c'est Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk. Ouais. Alors, juste avant, je voudrais, puisque tu me parles de Léa Salamé, je voudrais dire que pour la première fois, c'est quand même pas... Non, c'est pas la première fois peut-être, mais c'est assez rare, je suis d'accord avec Olivier Mazerolle. Regardez ce qu'il dit à propos de ce fameux clip. Même lui est indigné et le trouve complètement foiré. Donc, effectivement, tu as raison, ma chère Nadia, ça aurait pu aller dans les flops journalistiques. Mais non, c'est Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk qui, juste avant d'aller interviewer Bayrou, alors je ne sais pas à l'heure à laquelle vous allez voir, quel jour vous allez voir cette chronique, peut-être que l'histoire aura changé, l'histoire institutionnelle française, mais Sonia Mabrouk va se prendre pour une espèce d'analyste qui va donner son point de vue en parlant au nom des Français. Je vous laisse écouter. La façon dont le débat est posé, c'est-à-dire on pose le débat comme si la question est de savoir si on est d'accord ou pas avec le diagnostic. Aujourd'hui, je pense que la plupart des Français, enfin tous les Français, nous savons tous ce qu'est une dette. Malheureusement, nous l'éprouvons douloureusement, soit au niveau du ménage, soit au niveau de chacun de son foyer ou du pays. Donc la question n'est pas de savoir si on est d'accord avec un diagnostic, la question c'est est-ce qu'il y a d'autres alternatives au budget, aux pistes? Est-ce qu'il n'y a pas des dépenses illégitimes dans notre pays qui nourrissent encore et toujours un État, eh bien, il faut le dire, obèse, inefficient très souvent et toujours très dispendieux. Alors, je pose simplement la question, quelle est sa légitimité pour parler au nom des Français ? À quand remonte son dernier reportage, sa dernière enquête, sa dernière révélation, et quand est-elle allée la dernière fois voir les vrais Français, hein, je parle pas du Gotha parisien. Je me demande vraiment...
pardon de le dire comme ça, mais pour qui se prend-elle, en fait? C'est très, très étonnant, cette assurance concernant ces propos. Quand on dit les Français pensent que, déjà, ça part mal. Hein. Donc là, elle nous fait une démonstration de toute son incompétence sur des sujets comme ceux-là. Je ne vois pas ce que ça apporte au débat et j'aimerais bien qu'elle revienne un peu sur terre, notre chère Sonia Mabrouk. Gros flop. Consigny justifie l'usage du mot nègre. Ah ouais, c'est terrible parce que Consigny, comme je le dis souvent, il a parfois des petites fulgurances et puis après il revient très vite aux fondamentaux. Et là, il va expliquer, donc c'est toujours dans les trucs des grandes gueules et compagnie, l'espèce de marigot, il va expliquer que finalement le mot nègre, c'est pas si grave si le propos est intéressant sur le fond. Vous n'y croyez pas? Je vous laisse écouter. Ouais. J'y travaille. J'ai pas entendu du tout ça. Ils sont venus à 1h30, 2h du matin, ils ont mis la merde. Donc après, moi, quand j'entends chasse aux nègres, ça, je peux pas le tolérer. Non, mais en fait, il y a des jeunes qui ont foutu la merde et il y a eu donc une réplique, notamment d'un autre groupe, et il y a eu des insultes racistes. Ah ben, peut-être qu'il y a eu des insultes racistes. Ah oui, c'est ça qui est dénoncé. Ben non, chasse aux nègres, non. Il y avait un nègre dans le lot. Ah bon, déjà nègre, pardon, votre terminologie, elle est quand même abusée. Il n'y avait pas un nègre. Pardon, mais là, non, mais vous êtes trop forte. Vous dites que le terme chasse aux nègres, ça vous embête, et vous dites qu'il y avait un nègre dans le groupe. Vous vous rendez compte de la gravité de vos propos? Non, mais attendez, madame, pour vous, un noir, c'est un nègre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, on a encore des personnes qui parlent comme ça. Je crois qu'elle vous reprenez simplement le mot qu'on utilise depuis tout à l'heure. Ouais, d'accord, donc elle a raison de le dire. Toi, tu cautionnes ce propos. Elle reprend, c'est une maladresse. Fais-toi semblant de ne pas comprendre. Elle reprend le mot qu'on a utilisé à l'instant. Et par ailleurs, ce qu'elle dit est quand même intéressant. D'accord. Donc il va justifier le fait qu'on puisse dire nègre, mais on peut pas dire nègre. La dame qui parle, elle a spontanément sorti ce mot-là. On peut pas prendre le mot qu'on condamne soi-même. Donc il y a quelque chose d'un peu bizarre. Et surtout, ils auraient simplement dû demander à la dame de présenter des excuses. Et puis voilà, on passait l'éponge. Mais non, il a justifié le fait que c'est pas grave parce que derrière, ce qu'elle dit, c'est intéressant sur le fond. Je trouve ça absolument scandaleux, cher Monsieur Consigny. Et quand on pense que c'est lui qui s'est cogné l'héritage d'Alain Duhamel et qui va faire des interviews politiques, j'espère que ça ira pas forcément dans ce sens. Autre flop, une élue belge répond aux propos racistes déposés sous les postes du mouvement réformateur. Oui, ça se passe en Belgique, donc. Ça se passe à Molenbeek, la célèbre ville belge, wallonne, bien évidemment, francophone. Et on va extraire, et ça va remonter jusqu'à Elon Musk, quand même, ce truc-là, qui va utiliser cette vidéo. On va juste mettre un extrait de sa réponse à elle, mais pas le contexte complet, qui fait qu'on comprend évidemment quand elle dit « si vous n'êtes pas content, vous pouvez vous barrer de Molenbeek », elle va en venir à dire ça pour une raison simple, c'est que sa collègue va citer les fameux commentaires racistes, et vous allez voir, c'est pas à piquer des hannetons. Je vous laisse regarder. Tout le monde est au bled, qu'espérer de plus dans cette commune devenue à dominante musulmane? Plus besoin d'aller en vacances au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, j'y suis. Sans oublier le Congo et compagnie. La bourgmestre faisant fonction a une tenture sur sa tête, smiley qui vomit. Des commentaires racistes, et c'est récurrent en fait sous les publications du MR, et je trouve ça vraiment déplorable et dégoûtant. Vous êtes complice de ces propos tenus sur vos réseaux. C'est vraiment du racisme que vous cautionnez et que vous banalisez lors d'échanges sur les réseaux sociaux, sur vos plateformes à vous. Alors je sais que vous n'avez pas un très bon exemple au niveau de votre président de parti qui est Boucher, et qui trouve ça totalement normal d'insulter une grande partie de nos habitants de cette si belle commune. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes. Si à Molenbeek, apparemment, c'est invivable, changez de bord, quoi. Allez-y ailleurs. Alors, je vais fermer le rideau maintenant. Alors, le responsable de tout ce bazar, c'est Georges-Louis Boucher. On en a parlé déjà plusieurs fois. Vous savez, c'est celui qui se vante d'avoir une voiture à 100 000 € et qui avait insulté, pourri même, une journaliste de la RTBF parce qu'il y a un article qui ne lui plaisait pas. Bon, vous voyez le personnage un petit peu. Et bien lui, il en a rien à foutre. Il va transformer la réponse de cette fameuse élue. C'est évidemment une femme qui porte le voile. Et donc, voilà ce qu'il va en dire. Il va le retourner complètement, mais comme le font d'ailleurs certains acteurs du Printemps républicain. Vous allez voir, c'est la même sonorité. L'accent en moins. On voit ici le débat porté sur l'interdiction des signes convictionnels dans l'administration communale, donc municipale, dans la commune de Molenbeek, qui est malheureusement tristement célèbre. Et le débat glisse sur toute une série de considérations où dès que vous portez des valeurs
Alors en Belgique, on parle plutôt de neutralité de l'État que de laïcité, mais c'est assez proche comme concept. Eh bien, dès que vous portez ces valeurs, automatiquement, on glisse vers le fait que vous seriez raciste. Et de fil en aiguille, les Ch'fines expriment assez ouvertement ce que malheureusement pensent d'autres. Le dernier flop, tu l'as surnommé le flop spécial, hein, c'est le flop spécial Rachel Kahn. Tu vas nous expliquer pourquoi. Alors, avec cette histoire belge, au sens premier du terme, et il y a eu, donc cette semaine, ça a été marqué, les activités internautiques ont été marquées par Rachel Kahn, qui s'est défoulée. Alors, elle fait partie d'une bande de gens comme ça, qui arrivent à interpréter, surinterpréter certains mots, et donc après nous avoir gonflé avec des histoires de campement, hein, quand Mélenchon avait dit que Braun-Pivet allait camper à Tel Aviv, bah oui, ils ont réussi à ramener ça à la Shoah, au camp de la mort, puis le terme de rescapé. Alors je crois que c'était Mathilde Panot qui avait dit que, ou je crois que c'est Mathilde Panot, qui avait dit qu'elle était rescapée à propos de Borne par rapport à un 49.3. Enfin, je vois pas du tout en quoi ça renvoie au camp. Alors il y a aussi le port avec Meyer Habib, et puis récemment il y a eu le convoi de la liberté qui convoi. Rachel Kahn avait réussi à trouver dans les convois de la mort. Bref, et là elle nous a remis quelque chose sur le tapis, puisqu'elle va carrément, Rachel Kahn, utiliser le petit dictionnaire illustré du Troisième Reich. En reprenant l'expression « solution finale acceptable ». Alors, on va écouter l'extrait, puis je vais y revenir juste après. Aujourd'hui, ce qui se passe à travers le monde, on veut, et c'est ce que disait Marceline Loredan, on veut une solution finale acceptable avec le palestinisme. Ce qui est en train de nourrir l'extrême gauche et Jean-Luc Mélenchon. Alors, elle parle à la fois de solution finale acceptable et puis de palestinisme. Alors, elle va expliquer qu'elle a repris les termes qui avaient été utilisés, alors je crois en 2005, par une ancienne rescapée des camps, qui elle-même avait plutôt filé un mauvais coton et tenait des propos ouvertement racistes à ce moment-là. Là, elle va... Mais c'est ça, voilà, c'était son point de vue. On n'est pas obligé d'aller chercher les propos d'une tierce personne, qu'elle assume ce qu'elle a dit. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, en fait, en parlant de palestinisme? Elle explique que le palestinisme, c'est ce qui conduirait les Palestiniens et leur soutien, en l'occurrence elle parle de Mélenchon, ça les conduirait à vouloir imposer un nouveau génocide, une nouvelle Shoah aux Juifs, mais qui soit acceptable parce qu'elle répondrait aux... Bref, c'est un gloubi-boulga absolument immonde. Le simple fait d'avoir utilisé la question de la solution finale pour accuser les Palestiniens et leur soutien suffit à la discréditer, à la disqualifier complètement. Alors, eux de la fermer... C'est l'apologie du génocide. Évidemment. Oui. Et puis surtout, ça nous prête, parce que je me mets dedans, hein, ça nous prête des attentions qui sont pas du tout, on n'a pas l'intention de provoquer quoi que ce soit, puisque pour l'instant, et c'est bien le problème, c'est que pour l'instant, les vraies victimes, les seules victimes des bombardements et des crimes de guerre, ce sont les Palestiniens. Donc depuis 20 et quelques mois, c'est bien les Palestiniens qui trinquent, donc les populations civiles en l'occurrence. Donc je vois pas, à part vouloir en faire inverser l'histoire et donc faire une forme de négationnisme abouti, je vois pas à quoi servirait ce propos autrement qu'à ça. Alors, on aurait pu penser qu'elle allait s'écraser, présenter ses excuses, pas du tout. Elle va récidiver en s'en prenant à une consoeur de l'UMA, que je salue, qui a eu le malheur de parler de Rachel Kahn en disant qu'elle avait déraillé. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire, d'après vous? Je vous laisse regarder, c'est absolument incroyable. Ouais, elle va expliquer que ça rappelle les convois de la mort. Enfin, c'est une indécence totale. Et ça m'a rappelé aussi, d'ailleurs, un sketch de Coluche, très célèbre. C'est quoi? Enfin, c'était une devinette de Coluche qui disait... c'est quoi le pluriel d'un train? C'est des rails, puisqu'un train déraille. Et sauf que là, c'était presque drôle. Bon, là, c'est vraiment lourdingue et je vois pas. Alors, à l'heure à laquelle je vous parle, j'ai pas vu encore de réaction, puisque évidemment, tous les pro-génocidaires sont venus à sa rescousse dans le premier message qu'elle a mis avec la solution finale acceptable. Là, franchement, faire le lien entre un train et la Shoah, ça va être un peu plus compliqué. Elle a trouvé des soutiens malgré tout? Alors, oui, là-bas, toute la bande de pro-génocidaires, de fake news de partout, enfin, évidemment. Alors, toute la famille pro-génocidaire est venue à son secours en expliquant qu'on n'avait rien compris, alors qu'on a très bien compris. Donc, ils sont beaucoup plus scandalisés par l'usage du mot déraillé que par solution finale. Oui, solution finale, pour eux, ça leur paraît tout à fait acceptable, parce que ça a déjà été prononcé une fois, et le palestinisme, ils aiment bien, parce que c'est tout ce qui est en isme, généralement, ça vient de disqualifier ou rendre militant quelque chose qui est simplement de l'ordre de l'humanitaire, et surtout, je le rappelle, du respect du droit international, ce qui est quand même le centre de tout ça. Merci beaucoup, Mourad, d'avoir fait le sale boulot pour nous. Oui, vous pouvez. C'est le moment d'accueillir Albert Lévy, ancien magistrat, avocat, syndicaliste.
Bonjour Albert Lévy. Bonjour à tous deux. Vous nous entendez bien ? Très bien. Parfait, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour Albert Lévy. Alors merci également d'avoir accepté d'être présent. Alors votre présence est riche, riche d'enseignements à plusieurs niveaux, puisque vous êtes, donc on l'a dit tout à l'heure, vous êtes ancien magistrat, vous êtes avocat et vous avez une vie militante à la fois syndicaliste et puis politique. Hein, on va en reparler. Vous êtes très proche de la France insoumise et on va revenir là-dessus. Et je note que depuis plusieurs mois, depuis octobre 2023, ça s'est évidemment accentué profondément. Cette fracture dans le pays a fait qu'il y a régulièrement, tous les jours dans les médias, notamment les médias audiovisuels et sur les réseaux sociaux, des échanges qui sont de plus en plus violents et des insultes, des injures, et notamment le fameux antisémite qui touche notamment vos camarades de la France insoumise. Et la question revient assez régulièrement, à savoir est-ce qu'il est possible ou pas pour un citoyen lambda de saisir le procureur de la République au titre de l'article 40. Alors évidemment, vous allez juste nous rappeler que dit cet article 40. Cet article 40 permet à toute autorité établie, si je puis dire, dont les membres du Parlement, des maires par exemple aussi, de saisir le procureur de la République lorsque on fait face à une inertie du parquet dans le cadre de poursuites pénales qui pourraient être engagées pour une infraction déterminée. Et c'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs mois déjà, en tout cas depuis près de 24 mois, les députés comme Émeric Caron, Thomas Porte et d'autres encore sont amenés à faire usage de cet article 40 pour pallier l'inertie des parquets dont on sait qu'ils sont statutairement assujettis au pouvoir politique. Il n'en est pas de même pour le siège, mais c'est tout comme. Donc, lorsqu'il n'y a pas, si vous voulez, de poursuite, l'article 40 permet d'y pallier, mais ça ne veut pas dire pour autant que le parquet donne suite à ce type d'intervention parlementaire ou de maires qui sont susceptibles de saisir le procureur de la République. Oui. Et justement, quand le parquet ne fait pas suite à cette saisine par l'article 40, est-ce qu'il y a des recours qui sont à disposition de ces autorités ? Alors, le recours possible, c'est le recours de droit commun, c'est-à-dire que lorsque on dépose une plainte, lorsqu'un particulier, même une association habilitée, dépose une plainte qui n'est pas l'objet d'une suite pénale, on a toujours, le requérant a toujours la possibilité de se constituer partie civile auprès du doyen des juges d'instruction. Mais il faut savoir aussi que même dans ce cadre procédural-là, le doyen des juges d'instruction transmet la plainte avec constitution de partie civile au procureur de la République pour obtenir son avis. Alors, de deux choses l'une, soit le procureur de la République dit « oui, on peut ouvrir, vous pouvez ouvrir une information judiciaire », soit il dit « non, je ne vois pas d'opportunité à ce qu'une information judiciaire soit ouverte » et auquel cas, le doyen peut ne pas ouvrir. Voilà, c'est la grosse difficulté de dépendance au pouvoir politique que peuvent avoir les procureurs, mais que peuvent avoir aussi les juges du siège qui sont soumis, rappelons-le, à leur hiérarchie et à leur carrière. Alors, comme nous sommes dans une émission de critique média, on va prendre des exemples très, très concrets et vous allez nous donner votre avis sur le fait de l'opportunité ou pas de pouvoir saisir. Et surtout, je le redis de la part d'une personne lambda, comme moi ou comme Nadia, est-ce qu'il est possible de saisir, de ne pas saisir? Est-ce que vous trouvez ça opportun? On va prendre un premier exemple avec Franck Tapiro, dans cet extrait où il va qualifier un chroniqueur télé de musulman sans même savoir s'il est musulman, pas musulman. Simplement, il a le défaut d'être arabe pour Franck Tapiro, que je rappelle qui est un
un pro-génocidaire, pro-Netanyahou à mort, et c'est lui qui avait fait le fameux jeu question pour un champion sur le nombre de victimes palestiniennes à Gaza. Je vous laisse écouter. Alors, on revient aussi très très rapidement. On a 1 minute pour parler de cette polémique autour de la députée Caroline Yadan, accusée de racisme anti-musulman après ses propos tenus sur RMC. Écoutez, c'est quand même hallucinant de voir une députée qui est en plus en charge du projet de loi contre l'entrisme des frères musulmans dans le sport et qui se fait mettre en balance avec un chroniqueur musulman qui s'estime blessé et accuse Caroline Yadan d'islamophobie. Alors, par exemple, dans cet exemple-là, si on s'estime blessé, si on s'estime maltraité sur le fait de parler de chroniqueur musulman, je l'avais dit à l'époque parce que je l'avais passé. C'est pas un gros mot d'être musulman. C'est pas un gros mot, simplement dans sa bouche, si, d'une part, et d'autre part, si on remplace. C'est du mépris. Et d'autre part, si on remplaçait musulman par une autre religion, on voit tout de suite ce qu'on aurait comme déversement. Est-ce que un musulman peut ou pas, par exemple, appeler ce fameux article 40 et saisir le procureur de la République? Ça vous semble too much, pour parler comme les jeunes d'il y a longtemps? Très simplement, le propos de Tapiro, qui est à mon sens particulièrement raciste, cible une personne déterminée. D'accord. Donc, seule la personne qui se sent visée par ce propos raciste peut déposer plainte, mais également aussi, non pas tous les justiciables de France, mais les associations telles que la LDH qui peuvent faire démarrer une enquête par une plainte déposée. Ça, oui. Mais il faut quand même voir quelque chose qui me semble intéressant de souligner. Depuis au moins 24 mois, j'aurais même tendance à dire depuis 2015, c'est-à-dire depuis les attentats de 2015 et surtout depuis 2017, où on assiste comme impuissant à un recul de l'état de droit dont notre ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, dit qu'il n'est pas intangible. De deux choses l'une, soit on a une conception, j'allais dire, historique de l'état de droit qui s'inscrit dans les Lumières, qui s'inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, où nous avions 40 jeunes États de l'ONU qui avaient été poussés par René Cassin à rédiger cette Déclaration universelle. Donc, l'état de droit, c'est ces valeurs-là, c'est-à-dire les valeurs du Conseil national de la résistance, les conquis sociaux. Soit on a la conception d'un état de droit étriqué, violent, qui appelle toujours à la confrontation. Je n'en veux que les propos de M. Retailleau aujourd'hui ou hier, où il disait que lorsqu'on s'en prenait à des manifestants, il fallait encercler, je ne sais pas si vous avez vu cela, entendu cela, il fallait encercler et taper. Il s'est repris quelques secondes après. Donc on peut inscrire cet état de droit dans la confrontation et la violence. Ce n'est pas la conception des valeurs historiques de notre pays, en tout cas. Et donc on assiste à cela, à une libération de la parole raciste, une libération de la discrimination et de l'intolérance qui sont inacceptables, avec un recul quand même institutionnel important. L'Assemblée nationale, qui ne joue plus son rôle puisqu'elle est amenée à voter les lois par le 49.3 ou en procédure législative accélérée, la justice qui n'obéit qu'à des instructions données par la hiérarchie et le ministre de l'Intérieur bis, qui est M. Gérald Darmanin, et puis le Conseil constitutionnel qui joue un rôle qui ne joue plus son rôle de filtrage.
Alors, on va avancer sur ça, justement, puisque là, on a un magnifique combo. Alors, on l'avait également vu dans l'œil de Moumou, puisqu'il y a à la fois l'accusation d'antisémitisme dans cet extrait où on va entendre parler Pascal Perry. Il y a à la fois l'antisémitisme et à la fois du racisme alors anti-arabe, puisque le couscous, c'est clairement et nettement dit. Je vais vous laisser écouter, puis je vais vous demander la même chose que ce que j'ai supposé tout à l'heure, s'il vous plaît. Et puis plus récemment, il faut le dire, pardon de l'exprimer de façon peut-être un peu brutale, il y a un antisémitisme couscous qui est lié au fait qu'il y a un conflit historique. Alors est-ce que vous estimez que quand on parle d'antisémitisme couscous, on a affaire à quelque chose de clairement raciste et clairement condamnable, selon vous? Ce propos-là s'inscrit dans ce que nous lisons, que nous entendons depuis près de 24 mois. À savoir que quand on soutient le peuple palestinien qui est massacré, génocidé, reconnu comme tel d'ailleurs par les instances internationales, la justice internationale, et aussi la définition que le droit interne français donne du génocide, c'est-à-dire un plan concerté d'éradication partielle ou totale, des transports de population et de la famine, eh bien, depuis cela, on ne peut plus se permettre de dire qu'on soutient le peuple palestinien dans ces massacres dont il est la victime. Et on est antisémite lorsqu'on le soutient. Et quand on soutient comme cela, on nous dit qu'on soutient le Hamas. Donc, on est dans une sorte de tunnel, si je peux employer cette expression, de la pensée, d'une pensée complètement réduite à néant, où les convictions ne peuvent plus se défendre. Il faut savoir que depuis 2020, 3 fichiers ont été mis en place. Des fichiers qui indiquent que la dangerosité d'une personne est patente lorsque, en fonction des convictions politiques, des activités politiques, de l'activité syndicale, des données de santé particulières qui feraient de vous quelqu'un de dangereux. À partir de là, tout est admis. Et nous avons vu défiler toutes ces convocations adressées à des parlementaires comme Mathilde Panot, Rima Hassan et bien d'autres encore, justement parce qu'elles défendaient une conception universaliste et humanitaire des massacres qui sont perpétrés par l'armée israélienne. Donc, dire de quelqu'un qu'il se commet dans un antisémitisme couscous, c'est manifestement une injure qui relève de la loi pénale. Mais seulement, encore une fois, les parquets sont aisants à ce propos-là. Alors justement, on va aller au max du max pour terminer sur ces aspects. Lorsque on qualifie à plusieurs reprises, et c'est une question très précise que je vais vous poser, quand on qualifie Mélenchon de pourriture antisémite, comme l'a fait Lelouch, avec une complaisance en studio assez remarquable, face évidemment à Frédéric Aziza, est-ce que vous pensez... Alors, évidemment que c'est condamnable, je l'imagine bien, si Mélenchon porte l'affaire devant la justice, mais j'ai une autre question que je voudrais vous poser. Avant, on va juste réécouter cet extrait. Vous dites Rima Hassan, cerveau malade, Mélenchon, c'est un cerveau malade. Oui, non, mais j'étais le premier à le dire. Mais comment vous le dites? Dites-moi. Moi, je l'ai dit. J'ai dit 2 jours, le 9 octobre ou le 10 octobre, je l'ai traité de pourriture antisémite. Vous le dites encore? Évidemment que je le dis encore. Comment vous le dites? Comme je viens de vous le dire, une pourriture antisémite. Mélenchon. Mais je vais vous dire, j'ai réagi comme ça vaut même pas ce mot-là. Il est ça, mais ça vaut pas ça. Donc, est-ce que ma question est la suivante, est-ce que un militant, une militante, un sympathisant, une sympathisante de la France insoumise peut se sentir insulté et peut rester en justice à partir de cette phrase « Mélenchon est une pourriture antisémite » ? Tout d'abord, je voudrais faire un petit préalable de quelques secondes. J'ai eu l'occasion de discuter avec Jean-Luc Mélenchon sur ces insultes, ces outrages dont il est l'objet. Et je veux dire qu'il en est particulièrement meurtri. C'est tellement injuste. Tous les militants que je rencontre de la France insoumise, que ce soit même des sympathisants,
sont outrés par ce type d'insultes inadmissibles qui relèvent de la loi pénale, et je crois même que des plaintes sont en cours. Donc voilà, que voulez-vous dire? C'est une insulte et de la diffamation à la fois, pardon Albert Lévy. Complètement. Complètement. Alors le problème, c'est que les faits de diffamation entrent dans un cadre juridique bien particulier de temps et de délai, et on a en général que 3 mois pour les faire, les relever et les faire admettre par la justice. Alors, donc effectivement. Beaucoup de militants regrettent, on le voit sur les réseaux sociaux notamment, où vous êtes très présents. D'ailleurs, j'invite les gens à aller voir, à suivre vos comptes respectifs. Ils sont nombreux à regretter que de manière pas forcément systématique, justement, les députés laissent passer, les élus laissent passer, et en l'occurrence Mélenchon laisse passer énormément de propos de cet acabit. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que sympathisant ? Tout simplement, c'est que Jean-Luc Mélenchon ou d'autres victimes d'outrages de cette nature constatent quoi? Ils constatent la vacuité de ces plaintes puisqu'elles ne sont l'objet d'aucune suite, contrairement à celles qui sont déposées contre nous, j'allais dire, contre ceux qui défendent et soutiennent le peuple palestinien. Je dois dire que plus grave encore, et j'en terminerai par là, c'est que toutes les incitations aux crimes de guerre, tous les franco-israéliens qui participent aux crimes de guerre à Gaza et qui s'en félicitent et qui s'en glorifient ne sont pas poursuivis. On m'a dit qu'il y avait une plainte déposée, une poursuite engagée par le parquet contre Nili Kipfer. J'attends de voir. Mais toujours est-il, c'est que cette action judiciaire pénale à 2 vitesses ne peut plus durer. Et c'est la raison pour laquelle je suis l'un de ceux, je termine par là, qui pensent que l'on doit réformer en profondeur notre justice dans son fonctionnement, dans son organisation et sa fonction, mais aussi dans son contrôle. Oui. Merci infiniment. Alors pour aller plus loin, je vous invite à aller voir. Alors, il y a un certain nombre de tribunes que vous avez signées, notamment dans l'Humanité. Je vous invite à aller sur le site de l'humanité.fr pour retrouver la tribune sur justement ces questions de droit. Et puis, plus récemment, vous avez co-signé un article pour l'Observatoire national de l'extrême droite, dont vous faites partie. Vous êtes l'un des militants et l'un des quasi cofondateurs. Il y a d'autres choses récemment que vous avez publiées ? Tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce dernier point, cette tribune à l'ONED, l'Observatoire national de l'extrême droite, a été co-rédigé avec Emmanuel Hermouet, que je salue ici, qui est très très engagé, qui est professeur et qui est très engagé sur tous ces thèmes de défense des droits de l'homme et de soutien au peuple palestinien. Je la salue ici. Merci, nous la saluons également parce qu'on sait qu'elle est derrière son écran. Merci beaucoup Albert Lévy. Je rappelle que vous êtes avocat, syndicaliste, militant politique et ancien magistrat. Merci infiniment pour vos précieux éclairages et on vous invite vraiment à aller vous abonner si ce n'est pas déjà fait au compte X d'Albert Lévy. Merci également à toi, Mourad. Merci, ma chère Nadia. Alors, il va y avoir une toute dernière... Alors, je suis vraiment désolé, on va faire vraiment un spécial remerciement la semaine prochaine parce que je dois, malheureusement, on a un problème de timing. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voudrais quand même préciser que le compte qu'on va voir, on va avoir une capture d'écran, Athica 666, ATHICA 666, invite tous les internautes le 12 septembre. Alors, vous allez voir sur son compte, on va retrouver tout ça. Le 12 septembre, en gros, de la fin de matinée jusqu'au milieu de l'après-midi, à poster un maximum de visuels de votre choix en lien avec le drapeau palestinien, en lien avec la Palestine, de façon à soutenir tous les camarades qui sont hommes et femmes qui sont partis courageusement via la flottille tenter de rejoindre Gaza. Et on verra ce que va faire, évidemment, d'ici là, la démocratie, la seule démocratie du Moyen-Orient. On vous tiendra évidemment informé sur le média. Oui, merci Mourad, merci à vous d'avoir regardé L'œil de Moumou sur la chaîne YouTube du média, sur notre site internet ou encore sur le canal 165 de la Freebox. On rappelle que le média, votre média, ne vit que des abonnements et des dons de celles et ceux qui l'aiment. Si vous le pouvez, aller sur le mediatv.fr/soutien et donnez-vous de la force. Restez connectés aux médias.